Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 14 dans l'extrême peur, le Social Index, toujours bloqué à fond sur Up, et le Market Order Flow, actuellement dans le neutral. Je vous souhaite une excellente vidéo, c'était Zap Crypto. Juste un tout petit passage sur Bitcoin par rapport à une clôture en weekly. J'attire énormément votre regard là-dessus. Ce sera extrêmement important par rapport à ce support historique 28 770 $, 28 770 $ qui tend à bien, entre guillemets, être rejeté. On est exactement dessus. C'est chirurgical. Dès lors, si on vient clôturer sous les 28 770 $, ce serait potentiellement un signal extrêmement baissier. Pour le coup, on attendait une petite bougie verte en weekly. Ce serait potentiellement la 10e bougie rouge qu'on verrait d'affilée. Ce n'est jamais arrivé sur l'histoire du Bitcoin. Ça mérite d'être souligné. On a vraiment, entre guillemets, pour moi, une boîte rouge ici ou une ligne rouge. C'est si on vient en fait à clôturer une bougie en weekly en dessous des 28 770 $. Honnêtement, je doute que ce soit que de la chasse à la liquidité. C'est probable en fait qu'on aurait un signal extrêmement vendeur, extrêmement baissier, puisqu'on viendrait en fait à clôturer sous tous les précédents lots. Et quand ça arrive, généralement, et on n'oublie personne chez les rois, on prend bien les mèches, pas uniquement que les clôtures de bougies, notamment en weekly. Je sais que beaucoup prennent que les clôtures. C'est pas fameux l'histoire, d'accord? Donc c'est super important de bien, entre guillemets, l'avoir en tête. Même si je suis pas fan de la fractalité et du logarithmique, je voulais vous proposer une petite chose et vous faire une comparaison avec notamment ce que je vous ai présenté la semaine dernière, une des schématiques, et voilà, avoir un petit peu votre avis. D'ailleurs, lancer pourquoi pas la discussion sur le Discord, c'est intéressant par rapport à ce que vous voyez là. Alors, ici, j'ai tout simplement utilisé un indicateur qui est très bien pour pouvoir les poser, qui sont les dates de halving, les dernières dates de halving, où on voit 2013, on voit 2016 et on voit 2020, et je suis en logarithmique. Alors, je ne supporte pas à la base le logarithmique, mais c'est le seul moyen de pouvoir avoir une traçabilité simple sur la totalité, en tout cas, du mouvement, vu que le mouvement est excessivement vertical. Et c'est une des forces d'ailleurs du BTC, c'est pour ça qu'on dit que notamment le Bitcoin, c'est quelque chose qui conserve la valeur, parce que il a une évolution verticale. Quand on voit quelque chose comme ça, forcément, c'est logique de voir que on a quelque chose qui valait presque 0 à quelque chose qui vaut maintenant, qui a valu quasiment 70 000 $. Donc on a vraiment une progression qui est verticale, et donc on se met en logarithmique pour avoir un petit peu tout de visible en hebdo pour que ce soit plus simple. Alors j'ai mis des petits chiffres pour pouvoir tout simplement schématiser à partir de ce moment-là, donc à partir du moment du début du graphique jusqu'à ce point le plus haut, combien de semaines ça représentait. Pareil, ici, combien de semaines ça représentait. Ici, combien de semaines ça représentait. Et cette fois-ci, je l'ai fait à partir du halving. C'est-à-dire, à partir du halving, combien de semaines le point le plus haut représentait. À partir du halving, combien ce point-là représentait. Et pareil, à partir du halving, combien ce point-là représentait. Pareil, ici, 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 et ainsi de suite. Et du coup, pour essayer de créer une corrélation avec ce qui est en train de se passer. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a quand même une forme de cohérence dans la schématique. Alors, pas forcément au niveau de la temporalité, attention, je ne dis pas ça, mais je dis que tout simplement, une fois que le halving est passé, nous avons une accélération qui est effectuée, un retracement, une réaccélération, et ensuite, on a un travail du halving. Pareil, réaccélération, retracement, on a une nouvelle accélération, retracement pour pouvoir repréparer une nouvelle accélération. Donc si on garde cette schématique là, on aurait derrière un retracement, une réaccélération, ensuite une nouvelle fois un retracement, et ensuite une nouvelle accélération pour le halving, qui serait effectué une fois que le halving était fait. On n'oublie pas que le prochain halving est en 2024, donc on a ça, on le sait, on sait à peu près la date et l'heure, mais ça reste quand même toujours subjectif à la création de blocs. On n'oublie pas que c'est par rapport à un nombre de blocs et pas par rapport à une temporalité. Au niveau des alts, Ether commence à faire très mal. Je sais que Tilt a parlé de cette fameuse trendline qui a cassé dans l'école. Moi, je suis pas trop fan des trendlines intra-range. Finalement, on casse un truc, c'est important, mais on reste dans un range. Il y a de la place en dessous, il y a vraiment de la place pour aller casser cette grosse dynamique, aller retester des gros niveaux. On pourrait voir les alts tomber ou ranger encore très très longtemps, plusieurs mois, avant de reconnaître peut-être une hausse. Sans doute, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ce que j'attendrais vraiment sur cette paire, c'est qu'on casse ce niveau-là. Et qu'on fasse un ATH pour me dire, ok, les alts, c'est reparti.
Alors, Glassnode, je voulais vous montrer ça, c'est le Balanced Price. Qu'est-ce que c'est le Balanced Price? C'est tout simplement la différence entre le prix réalisé et le prix de transfert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, c'est plus ou moins un coût de revient. Ça veut dire également que quand on sera à 20 000 $, ici, 19 156 exactement, enfin en ce moment c'est là qu'est ce prix à l'heure actuelle, une très très grosse partie du marché sera en perte. Vous voyez que ici, quand on avait fait ce dip là, on était passé sous ce montant. C'était la même chose, on l'avait touché ici au dollar près. On était passé légèrement en dessous sur le dip de 2015. En 2018, on était venu lui faire un bisou et on était reparti. Et pendant le Covid, on est revenu exactement sur cette droite et on était reparti. Donc ça pointe plutôt vers les 20 000 $ que les 10 000 pour un potentiel dip. Est-ce qu'on peut rebondir ici? Vous comprenez qu'ici, moi, c'est mon scénario privilégié, c'est-à-dire que pour moi, quand on était à 25, on a déjà trouvé le bottom, mais on a plusieurs indicateurs ici, comme le NUPL, le non réalisé, où souvent on va dans la capitulation au niveau du non réalisé, c'est-à-dire à quelles étaient également la valeur des bitcoins mais qui n'ont pas été vendus. Et bien ici, dans le NUPL, on n'est pas encore allé faire un tour dans le rouge, alors que c'était le cas pendant tous les dips précédents. En revanche, sur le Net Realized Profit and Loss, vous voyez qu'on a eu ces épisodes de capitulation là, où au moment où on vend, les bitcoins sont largement à perte. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut. On veut que les gens aient acheté haut, les petits ou les traders ou quoi que ce soit, qu'ils aient acheté haut et qu'ils revendent à perte à ceux à qui ils ont acheté plus haut. En fait, c'est tout simplement les mêmes personnes ici qui distribuent à certains endroits et réaccumulent à d'autres. Et finalement, ils se gavent sur le fait que certains n'ont pas malheureusement eu le discernement d'acheter quand c'était au plus bas. Donc là, sur le graphique, ce qu'on peut voir, c'est que on a donc le graphique du Bitcoin juste ici et donc en noir, et avec donc les traits, le trait jaune, c'est le nombre d'adresses à plus de 10K. Donc en fait là, ce qui se passe, c'est que on a de plus en plus de whales qui accumulent et de plus en plus d'institutions, etc., qui commencent à contrôler le marché plus. Et surtout, en fait, ce qu'on voit, donc désolé, j'essaye de vous vulgariser au maximum, hein. Donc, en fait, là, ce qu'on voit, c'est que le Bitcoin descend, tout le monde a peur, tout le monde vend, tout le monde panique sell, bon bref, c'est la guerre sur les marchés, vous le savez très bien. Alors que de l'autre côté, tranquillement, les petites whales, hop, depuis là, le top on peut voir ici, là, elles avaient bien vendu, et là, depuis le top, tranquillement, en fait, elles sont en train de réaccumuler et elles sont en train de racheter vos bitcoins. Et là, depuis la dernière chute de mai, alors là, il y a eu une grosse accélération des wallets depuis le DK. Mais c'est normal, c'est comme ça que cela fonctionne. Moi, c'était exactement pareil. Au top, j'avais pas beaucoup de crypto. Et plus on descend, plus j'ai de crypto. Et c'est vrai que 99%, alors on va dire 95% du marché, donc des personnes qui ne sont pas professionnelles, font toujours le contraire. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a toujours beaucoup de perdants, malheureusement. Ça m'attriste, mais c'est pour ça que si c'est bien d'avoir donc cette chaîne YouTube, parce que je vais pouvoir essayer de vous éduquer un maximum et vous faire passer du côté des gagnants. Et je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui continuent à me suivre aujourd'hui alors qu'on est au plus bas du marché. J'arrive encore à faire 2-3 000 vues. Et je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui ont réussi à gagner de l'argent malgré cette chute grâce à mes conseils. Et j'espère continuer dans cette lignée le plus longtemps possible, parce que ça me fait plaisir, surtout quand vous m'envoyez des messages. Et désolé, je peux pas répondre à tout le monde, mais vous inquiétez pas, je regarde la plupart de vos messages. Bon, voilà, donc ça c'était le petit moment, pas psychologie, si c'est psychologie, mais le moment choc un peu en se disant merde, pourquoi je suis dans le mauvais sens, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il faut que je fasse comme les professionnels. Et là, encore une fois, on en a la preuve. Donc jusqu'à où on va monter, je ne sais pas. Quand est-ce que le marché va se retourner, je ne sais pas, mais on s'en fout un peu. Moi, personnellement, j'achète du BTC, des ETH, j'achète du Solana, etc. Je les achète pas pour faire des profits dans 6 mois. Moi, même si dans 3 ans, double ou triple, c'est déjà des investissements juste insane, d'accord? N'oubliez pas que quand on fait un double, donc quand vous investissez 1000 balles et quand vous arrivez à 2000 balles, c'est un 100%. Et un 100%, du coup, c'est normalement 10 ans d'investissement dans le monde traditionnel. Pourquoi? Parce que sur une année, si vous faites du 8-10% sur les stocks ou dans l'immobilier, c'est déjà des très bons chiffres. Donc voilà, mais c'est sur une année. Nous là, on parle de faire des fois des x2 en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ou même si on le fait en 2 ans, c'est déjà mieux que 10 ans. Ok, donc ça,
Voilà, ça c'est un point important. Je l'ai déjà dit pas mal de fois, mais au moins pour les nouveaux, ça permet de faire une petite piqûre de rappel. Les prix sont complètement sous l'influence de biais spéculatifs extrêmement dangereux, puisque je l'ai dit, je vois clairement les symptômes de la dépression clinique chez les particuliers. C'est vraiment la phase de désillusion totale, hein. Les altcoins, le futur, tout ça, bah, moins 80, moins 90, pour plus de moins 90 pour certains crypto-projets qui étaient dans le top 50, voire top 100, hein, donc probablement plein de bonnes choses là-dedans qui sont proches de la mort cérébrale, hein, moins 95, ça va être très difficile de se relever. Juste pour vous donner la mesure, hein. Ça veut dire que derrière, pour retourner à l'ATH, il faut faire x20. Et plus on s'entasse, hein, c'est-à-dire passer de 95 à 96%, on multiplie largement. Donc bref, on est sur derrière la quasi-impossibilité technique de se relever pour pas mal de projets. Bon, il y en a d'autres qui ont pris des coups vraiment violents sur la tête, mais qui pourront peut-être encore se relever. Enfin voilà, donc l'état des lieux qu'on avait déjà fait, on a d'un côté donc des prix qui réagissent purement et simplement au sentiment. Donc très compliqué à court terme d'envisager quoi que ce soit. Les brokers ne savent pas quoi faire de mieux non plus. Ils traitent la liquidité à très court terme et arbitrent probablement la volatilité, laissant donc un marché dans lequel les volumes sont relativement faibles. En gros, on a pris un coup sur la tête, on est un peu étourdi et plus personne ne sait quoi faire, les volumes sont très faibles. Et on a de l'autre côté, puisque je vous l'ai dit, c'est là où il faut surtout pas mélanger. On l'a vu, on n'est pas dans une structure de bulle, mais alors absolument pas. On est dans une structure de rupture tendancielle avec un range très virulent qui s'est installé sur les UT hebdomadaires. Et surtout, donc, cette queue de vente qu'on a installée avec le Black Swan Terra. Il y a la question que ça soulève toujours, à laquelle je n'ai pour l'instant malheureusement toujours pas de réponse, et malgré les volontés de certains d'affirmer tout un tas de conneries sur les réseaux, il est encore une fois à mon sens de bon ton d'être patient dans l'environnement actuel et d'attendre, de voir quel est réellement l'impact de ce marché. Puisque de l'autre côté, on a des milliards, d'accord, vraiment des milliards qui arrivent chaque mois dans les marchés. On a ces chiffres, hein, encore une fois, tout doit être publié dans le côté de monde des VC, et c'est encore une fois hallucinant. 7 milliards de dollars injectés en mars et en avril, pardon, et c'est 5 milliards qui arrivent de plus en mai. Alors oui, évidemment, ces chiffres commencent à baisser. Ce qui m'invite donc à penser qu'il est le bon ton aujourd'hui de faire cette information-là. Donc, dans le cas où on rentrerait dans un bear market, qu'est-ce que ça va apporter ? Comment est-ce que vous pourrez avoir toutes ces données ? Pour le carnet d'ordre, vous irez voir Trading Light qui coûte 29 $ par mois si je me trompe pas. Pour avoir les données de distribution, Glassnode en T2, donc l'abonnement le moins cher, coûte lui aussi 29 $ par mois. Vous aurez CryptoQuant qui lui aussi est payant mais donne accès à pas mal de données gratuites. Glassnode, il y a un T1 qui est gratuit aussi, donc n'hésitez pas à aller regarder. Pour avoir les liquidations, vous aurez iBlock qui coûte 29 € par mois, mais je conseille pas si vous n'êtes pas vraiment dans le pro ou dans le trading tous les jours. Et Kingfisher qui est gratuit. En fait, sur Kingfisher, vous faites tourner une roue et vous aurez des crédits gratuits petit à petit. Ensuite, pour tout ce qui est spread, open interest et liquidation, Coinalyze, sur lequel j'ai fait un autre tuto que je mettrai en description de cette vidéo. Vous n'hésitez pas à scroller dans la description, vous aurez tous les tutos qui ont été sortis par la chaîne. Et les logiciels de trading comme TradingView pour voir l'action de prix, essayer de comprendre les volumes. Ici pour moi aussi très important, voilà tout ce qui va être sur et du coup ça vous l'aurez que en payant le volume profile sur Trading Light, c'est-à-dire quelle quantité de business a été faite à tel prix. Pour les données, tout ce qui est données macro, puisque moi je considère toujours qu'il faut faire toujours quand vous analysez un marché une analyse fondamentale, une analyse technique et une analyse de sentiment, donc c'est-à-dire comment est le sentiment sur le marché. En ce qui concerne les données macro, donc plutôt le fondamental, vous aurez le Wall Street Journal. Moi, j'utilise beaucoup MarketWatch aussi. Et pour les données qui sont plutôt sur le Bitcoin, j'utilise CoinDesk et Bitcoin.com, bien que j'ai un doute. Oui, c'est ça, Bitcoin.com. Ensuite, vous aurez des indicateurs tiers, notamment le CBBI, qui est la confidence un petit peu qu'on soit au top ou pas, le Crypto Fear and Greed, tous les types d'indicateurs que vous pourrez utiliser tiers et qui pourront vous donner des données, que ce soit sur le sentiment, le fondat ou le sentiment sur le marché. Et pour les options, Coin Option Tracks, qui est gratuit. Je crois même pas qu'il faille créer un compte.
Donc moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de voir donc la tendance parmi les gros, hein, c'est-à-dire ceux qui ont tellement de poids qu'ils peuvent influencer même les décisions des autres, ils sont capables de créer des tendances, et ces tendances, évidemment, vous les connaissez. Donc pour moi, parmi ceux qui ressortent, de toute façon, Bitcoin et Ethereum. Il faut comprendre que tous les fonds sont derrière ces trucs-là. Comme on a dit, c'est le standard, c'est l'obligatif. Enfin, c'est l'obligatoire. Derrière, on voit qu'il y a quand même des noms qui ressortent assez vite. C'est-à-dire, effectivement, Solana, c'est assez récurrent. Avax, c'est assez récurrent aussi. On l'a vu, il y en a d'autres qui reviennent assez souvent également. On a Atom qui sort 2 fois. On a Maker qui sort très souvent. MakerDAO, il est chez pratiquement tout le monde. On a vu Near aussi qui sort pas mal. Donc voilà, on va noter ces trucs-là. Mais moi, je note clairement donc Avalanche, Atom, MakerDAO, etc. Donc ce qui va être intéressant derrière, comme on l'a dit, c'est déjà là, ça veut dire intérêt institutionnel de premier ordre. C'est eux qui vont créer les tendances de demain. Puisque ces gens-là, on les regarde et on les suit. Ok, ce qui est intéressant donc de bien comprendre derrière, c'est que, je vous mettrai peut-être le lien, enfin sinon c'est Dove Matrix, c'est le mieux que j'ai trouvé, qui recense l'intégralité des fundraising qui sont faits. Alors j'ai tout filtré pour minimum 100 millions de dollars, parce que bon, sinon on verra tout. Ce qui nous intéresse ici, c'est donc de voir si on retrouve les fameux projets qu'on a vus là-bas, pour voir donc combien. Puisqu'on l'a dit, c'est ça qui est important. Est-ce qu'on a plein de petits funding rounds, ce qui est clairement le cas pour Atom par exemple, ou est-ce qu'au contraire on a des gros funding rounds, c'est-à-dire là on a beaucoup plus de chances d'avoir un contrôle, ou en tout cas des contreparties qui ont été demandées par les fundraisers. C'est-à-dire dans ce cas-là, ils apportent tellement de capital qu'ils vont pouvoir demander des contreparties, souvent d'ordre politique. Parlons maintenant de cette nouvelle arnaque dans le monde de la crypto. Ça s'appelle le pig slaughtering. Le pig slaughtering, on peut traduire ça par l'abattage du cochon, l'abattage du porc. C'est en fait c'est quelque chose en fait qui nous vient tout droit des États-Unis. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il y a plusieurs personnes dans la Silicon Valley qui se sont fait avoir en utilisant des applications de rencontres. Donc on pense à du Tinder ou d'autres applications de ce style. Ils ont rencontré des gens, ils ont échangé avec eux pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. C'était vraiment des relations qui se sont nouées et les fraudeurs ont vraiment travaillé leurs victimes pendant très longtemps. Un peu comme comment on peut engraisser un cochon avant de le manger. C'était un peu ça la métaphore de cette arnaque. Donc l'idée c'est, il parle à quelqu'un pendant plusieurs semaines. Ensuite, à un moment donné, il l'incite à venir investir des milliers, des centaines de milliers de dollars, des millions de dollars sur des projets crypto. Là, ça peut être soit des arnaques, soit un lien compromis pour leur faire télécharger quelque chose qui contient un virus ou autre. En tout cas, il profite de cette relation qui a été nouée pendant plusieurs semaines pour leur voler des millions de dollars. Ils ont donné l'exemple en fait des personnes qui se sont fait avoir. C'est pas des gens qui s'y connaissent pas dans l'IT ou dans l'informatique. Là, un des exemples, c'est quelqu'un qui est manager IT dans la Silicon Valley et qui a perdu plus de 1,3 million de dollars à cause de ce type d'arnaque. Donc là, la personne, c'était pas via Tinder, c'était via LinkedIn. Mais il y a d'autres, il y a d'autres victimes qui ont été, qui sont passées par ce type d'application. Il y a d'autres personnes, il y a une autre personne aussi, ils prennent un exemple de quelqu'un qui a perdu aussi plus de 1,2 million de dollars après avoir rencontré quelqu'un de la même manière et la personne a mal fini, ça finit par dans un hôpital psychiatrique parce qu'il voulait suicider, etc. Donc il y a plein de personnes de ce type. C'est une mise en garde en fait sur les risques liés à la crypto, mais c'est même pas uniquement lié à la crypto, c'est là en grande partie c'était de la crypto. Mais ça peut arriver aussi sur d'autres types d'arnaques. On a pu le voir pour ceux qui ont vu le documentaire L'arnaqueur de Tinder. C'est quelque chose d'assez similaire. Même là, il y avait des rencontres physiques dans l'arnaqueur Tinder. Là, c'est même pas le cas. La victime ne rencontre jamais le fraudeur et juste en passant sur WhatsApp et en échangeant pendant plusieurs mois, ils arrivent à leur prendre beaucoup d'argent. Donc vraiment, soyez vigilants quand vous rencontrez des gens sur Internet. La fraude peut venir de gens que vous connaissez pas, mais aussi de gens que vous connaissez depuis un moment. Donc voilà, attention à ce type d'arnaque, le pig slaughtering, c'est quelque chose qu'il y a de plus en plus. Le minage de Bitcoin qui se porte plutôt bien. On a notamment la société Bitfarm qui encaisse plus de 431 Bitcoins en un peu plus d'un mois.
soit près quand même de 13 millions de dollars durant le mois de mai. Et malgré le cours de la crypto et notamment du Bitcoin plutôt bas, les mineurs de Bitcoin continuent d'engendrer des profits importants. Et paradoxalement, même en Chine, alors que normalement le mining est interdit par les autorités. Et à l'heure actuelle, le moins qu'on puisse dire, c'est que les grosses sociétés de mining veulent continuer à développer leur activité. Et notamment parmi elles, on retrouve donc la société canadienne Bitfarms, qui a récemment publié un communiqué avec pas mal d'informations très encourageantes pour la crypto. La première des infos, c'est tout simplement que la production donc de la société a augmenté durant le mois de mai et enregistre même donc une hausse de 6% avec 431 bitcoins en un mois seulement. Ça fait plutôt rêver quand on sait que ça représente quand même 13,9 bitcoins par jour en moyenne. Et d'ailleurs, le hash rate de la société en est là pour témoigner avec plus de 3,4 exahash par seconde. Ce qui est plutôt impressionnant quand on sait que la production mondiale oscille en fait autour des 200 exahash par seconde. Donc à eux seuls, ils représentent quasiment 2% de la puissance de calcul mondiale. Et le point le plus important bien sûr qui nous intéresse, c'est tout simplement que fait la société de ces bitcoins. Eh bien elle les hold. D'ailleurs à l'heure actuelle, elle détiendrait plus de 6075 bitcoins dans ses coffres, soit un joli pactole de quand même 183 millions de dollars. Et malgré le cours actuel du bitcoin, c'est plutôt encourageant de voir que les grosses sociétés, notamment de mining, continuent à s'impliquer et même à croître. Parlons maintenant du Bitcoin avec l'État de New York qui vient de passer en fait une loi pour interdire pendant au moins 2 ans le Bitcoin, les nouvelles fermes de minage de Bitcoin dans cet État. Il faut encore que la loi soit validée par le gouverneur, donc c'est pas encore fait. En tout cas là c'est le sorte de parlement interne le parlement de l'État qui a validé ça, mais maintenant il faut que ça soit validé par plutôt le Sénat, le Sénat de New York qui a validé ça. Maintenant il faut que le gouverneur aussi le valide, mais ça devrait passer. Tout ça toujours autour de la pollution du Bitcoin. Donc les gens sont contre le Bitcoin parce que ça pollue énormément et du coup ils disent on interdit toute ferme de minage. À condition, la seule dérogation, ça serait que l'énergie utilisée par les diverses fermes de minage de Bitcoin soit issue à 100% d'énergie renouvelable. Il n'y en a pas, je pense, beaucoup dans ce cas-là. Imaginez, vous avez une ferme à 90% d'énergie renouvelable, vous ne pouvez pas la lancer dans l'État de New York. C'est pas une interdiction totale dans la durée, c'est limité dans le temps, du coup 2 ans, pour faire un bilan en fait de ce que ça donne, mais ça veut dire en fait que tout simplement les mineurs vont basculer sur d'autres États. Parce qu'il y a beaucoup de minage de Bitcoin aux États-Unis. On rappelle, c'est passé le pays numéro 1 pour le minage de Bitcoin. Donc, dommage pour cet État. Mais bon, il y a d'autres États qui seront contents d'accueillir les mineurs. Mardi 31 mai, Axie Infinity a lancé son nouveau Builders programme ainsi que des subventions en AXS pour construire de nouvelles expériences de jeu pour les utilisateurs. Le programme vise à fournir un des plus grands divertissements et une plus grande utilité via des expériences construites par la communauté. 12 mini-jeux de copartenariat ont ainsi vu le jour qui vont peut-être permettre de redonner du goût au Smooth Love Potion. Ensuite, Kanye West qui dépose les marques liées au NFT et au Metaverse, aussi c'est intéressant, parce que Kanye West était plutôt réticent envers le Web 3.0, tout ce qui est Metaverse, etc., NFT, parce qu'il n'avait pas forcément dit de bonnes choses dessus, de bons propos. Là, en fait, il est plus ou moins revenu dessus. Il a dit qu'il était plutôt optimiste et que voilà, il voulait commencer à déposer des marques, etc. Donc plutôt une bonne chose, parce que c'est bien d'avoir ce genre de personnage assez influent au niveau mondial, qui soit plutôt favorable pour les cryptos. Le Petaverse continue de frétiller avec plusieurs nouvelles. 2 nouvelles races ont été révélées. La première, c'est le petit lévrier italien, race connue pour avoir été parmi les compagnons privilégiés de la royauté et de la noblesse, comme les Médicis, les rois de France Louis XIII et Louis XIV ou encore la reine Victoria. La seconde race, c'est l'Akita, également appelée Akita Inu, qui est une des races ancestrales japonaises originairement élevée pour chasser de gros animaux comme l'ours, le cerf ou le sanglier, mais également pour monter la garde. Et l'autre nouvelle, c'est qu'on peut désormais acheter son doga avec sa carte bancaire directement via la marketplace officielle. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.